وجه خادم الحرمين الشريفين بتقديم دعم فوري للجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر القوى الأمنية الشرعية بتوافق مليار دولار. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Jean Karouaji à Ersal, le commandant en chef de l'armée a passé en revue ce matin les unités de la troupe déployées dans cette ville. Théâtre de violents affrontements entre la troupe et l'État islamique. Nouvelle mobilisation du comité de coordination syndicale pour réclamer que la nouvelle échelle des salaires soit approuvée par le Parlement. Près de 40 combattants ont péri ce mercredi dans les violents affrontements opposant rebelles et djihadistes de l'État islamique dans la province syrienne d'Alep. Et voici près de 20 ans que l'Asie extrême-orientale n'avait pas accueilli de pape. François est en Corée du Sud ce mercredi à l'occasion de la 6e journée de la jeunesse asiatique. Jean Karouaji à Ersal, le commandant en chef de l'armée, a passé en revue ce matin les unités déployées dans cette ville frontalière avec la Syrie et qui a été le théâtre durant plusieurs jours de violents affrontements entre l'armée et des djihadistes de l'État islamique. Par ailleurs, le comité des ulémas musulmans a remis ce mercredi au gouvernement libanais une vidéo montrant 7 des soldats libanais retenus en otage par l'État islamique depuis les affrontements qui ont coûté la vie à 19 soldats. 86 militaires ont été blessés selon un bilan de la troupe. Et puis ces images tournées à Bab Rmel à Tripoli, c'est au nord Liban. Ces images donc des obsèques du caporal Sohail Mohamed Hassan Danaoui, 27 ans. Ce militaire originaire de Tripoli a été tué lors des combats à Ersal entre la troupe et les djihadistes de l'État islamique. C'était ce matin au centre-ville de Beyrouth, place Riyad El Solh. Cette manifestation à l'appel du comité de coordination syndicale pour l'adoption de la nouvelle grille des salaires. Nahmé Mahfoud, le chef du syndicat des enseignants du secteur privé, a appelé les responsables politiques à protéger les syndicats qui représentent l'unité des Libanais. Il a par ailleurs fustigé les menaces et intimidations subies par certains enseignants. Le CCS organise régulièrement des sit-ins, des grèves et des manifestations et boycotte la correction des examens officiels pour réclamer que la nouvelle échelle des salaires soit approuvée par le Parlement. Une autre mobilisation, celle des journaliers de l'électricité du Liban. Ils se sont engagés ce mercredi à poursuivre leur mouvement de protestation contre la décision de la compagnie d'inscrire une partie d'entre eux au cadre. Les journaliers accusent la direction de l'EDL de dilapider les fonds publics et affirment avoir reçu des menaces et subi des pressions. Avec nous en ligne, Sami Nader, analyste politique et spécialiste économiste. Bonsoir, monsieur Nader. Bonsoir. Alors peut-être rapidement, justement, commenter ces mobilisations dans la rue, ces syndicats qui menacent plus que jamais l'État, le gouvernement, le Parlement de paralyser. À votre avis, est-ce que le Parlement va-t-il justement valider leurs demandes quant à la nouvelle grille des salaires ? C'est-à-dire le Parlement ne peut pas valider cette demande parce que les caisses de l'État ne peuvent pas subvenir à la demande, sachant très bien que ces demandes sont très légitimes. Aujourd'hui, il y a un principe, il n'y a pas d'autre, c'est que seule la croissance est à même de financer la facture sociale et politique. Or, nous sommes dans une situation où le pays n'enregistre, l'économie n'enregistre aucune croissance, ou une croissance pratiquement égale à zéro, une croissance qui, pour l'année 2013, était équivalente à 1,5. Aujourd'hui, les prévisions pour l'année 2014 n'excèdent pas les 2%, alors que notre dette a enregistré une augmentation de 8% l'année dernière. Nous sommes dans une situation très délicate économiquement. Les caisses de l'État ne sont pas à même de financer ces demandes, quelque aussi légitimes soient-elles. Mais justement, Monsieur Nader, qu'est-ce qui motive à votre avis justement ces syndicats, ces responsables justement pour réclamer donc l'adoption de cette grille, compte tenu justement de ces avertissements quant aux recettes de l'État et aux conditions économiques du pays? C'est-à-dire, eux réclament leurs droits. Et on a bien dit que ce sont des droits qui sont légitimes, mais aujourd'hui, que ce débat soit tourné ou que ces demandes
prennent la confrontation entre d'une part les ouvriers et d'autre part le patronat. Moi je pense que c'est là un faux débat. Il y a une pression à faire, c'est contre la classe politique qui est responsable de cet état, de cette situation de marasme dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il y a patronat et syndicats doivent être du même bord et non pas dans deux bords opposés. Ils doivent être du même bord pour réclamer à la classe politique de relancer la croissance. Ceci commence par instaurer une stabilité et un minimum de solutions politiques, un minimum donc d'entente politique. Et ceci est nécessaire pour relancer l'économie. Il y a des réformes à faire. Prenons par exemple le secteur de l'électricité. Le secteur de l'électricité coûte à lui seul aux caisses de l'État plus que 2 milliards de dollars. Cette réforme, si elle est faite, aurait été suffisante pour financer la grille des salaires et satisfaire la demande légitime des ouvriers, encore une fois. Or, pourquoi cette réforme n'a pas eu lieu? Ce à quoi on a assisté, c'est une demi-mesure sous la pression. Il y a 2 mois, le Parlement a voté une loi pour permettre au secteur privé de produire l'électricité, mais il n'a pas complété cette mesure par une autre, celle qui consiste à libérer les prix. Donc la classe politique est responsable de cet état de marasme dans lequel nous sommes. Elle paralyse la situation politique et par le fait même paralyse toute reprise économique. Et c'est un dossier à suivre, bien sûr. Monsieur Sami Nader, analyste politique, merci pour vos éclairages. Dans le reste de l'actualité régionale, cette fois, combien sont-ils chrétiens, yézidis ou autres minorités en Irak à avoir donc fui les combats et l'avancée des djihadistes de l'État islamique dans le nord du pays? Il est encore impossible d'évaluer le nombre de ces réfugiés. Des milliers sont encore cachés dans les montagnes du Sinjar ou des camps dans la province d'Erbil, la grande ville du Kurdistan irakien. Face à cette crise humanitaire, les Occidentaux commencent à réagir. De la nourriture, de l'eau sont parachutés depuis quelques jours. Et aujourd'hui, une nouvelle aide française. L'Union européenne a décidé de débloquer une aide de 5 millions d'euros. L'aviation américaine continue également de bombarder dans le nord du pays pour éloigner les djihadistes des minorités et des ressortissants américains à Erbil, portant le total des frappes à 17 depuis vendredi dernier. Maintenant, dans le reste aussi de l'actualité en Irak, les Peshmerga kurdes ont repris à l'État islamique le contrôle de la ville de Gwer. Mais partout ailleurs, les combats continuent. Cette victoire n'aura pas été possible sans les frappes de l'armée américaine. Depuis l'offensive éclair de la semaine dernière, c'est la première défaite des djihadistes de l'État islamique. C'est sur la voiture qu'ils ont tiré? Non, juste à côté. Les Peshmerga ont repris à l'État islamique le contrôle de la ville de Gwer. Mais partout ailleurs, les combats continuent. Cette victoire n'aurait pas été possible sans les frappes de l'armée américaine. Depuis l'offensive éclair de la semaine dernière, c'est la première défaite des djihadistes. Beaucoup d'ennemis ont été tués, surtout par les bombardements. J'ignore combien exactement car ils ont pris leur corps, mais je dirais 50 au moins. Les Peshmerga, eux, ont perdu 12 hommes dans la bataille, parmi lesquels 2 frères torturés avant d'être abattus, l'un combattant et l'autre civil. Direction Makhmour, autre ville reprise dimanche par les Peshmerga. Les derniers civils encore là fuient à leur tour la zone des combats. Ici flotte le drapeau d'Abdullah Öcalan, leader du PKK, la guérilla kurde de Turquie. Ces combattants sont venus prêter main forte aux Peshmerga. L'habileté de leurs snipers et leur courage ont forcé leur respect. Ici à Makhmour, c'est le PKK qui a le mieux combattu. Le mouvement kurde a toujours été divisé. Dans le passé, les Peshmerga et le PKK étaient même ennemis. Le PUK, la KDP et tous les autres partis du Kurdistan, nous devons tous nous unir. Toutes les forces de guérilla et les partis allons mener cette guerre ensemble. Nous allons bouter les djihadistes hors du Kurdistan et de l'Irak. En reprenant la ville de Makhmour, les Peshmerga et le PKK ont remporté leur première victoire conjointe. Ils ont récupéré au passage quelques pick-up de l'État islamique, frappés du drapeau noir.
Près de 40 combattants ont péri ce mercredi dans les violents affrontements opposant rebelles et djihadistes de l'État islamique dans la province syrienne d'Alep. Le groupe ultra-radical a par ailleurs pris 6 villages au nord de la ville, non loin de la frontière turque. Une avancée stratégique qui lui permettra d'attaquer les villes de Malea et d'Azaz, selon l'organisation, selon l'OSDH. Ça, sans issue en vue, la guerre en Syrie a fait plus de 17 000 morts. L'OSDH, donc l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Restez des nôtres au retour de la pause. Hosni Moubarak sera fixé sur son sort le 27 septembre prochain. Hosni Moubarak sera fixé sur son sort le 27 septembre prochain. C'est le tribunal du Caire qui l'a annoncé ce midi. L'ancien raïs est poursuivi pour complicité dans le meurtre de manifestants durant la révolte de 2011. Dans un premier procès pour les mêmes faits, Moubarak avait été condamné à la prison à perpétuité. Les Gazaouis sont toujours en attente de ces négociations qui ont lieu actuellement au Caire entre les Palestiniens et les Israéliens. Donc des négociations qui semblent en tout cas pour l'instant sans issue. Il s'agit d'empêcher notamment une reprise des combats et si possible d'instaurer une trêve prolongée après l'expiration ce soir à minuit de l'actuel cessez-le-feu de 3 jours. Les négociateurs tentent aussi de trouver par l'entremise des Égyptiens une formule extrêmement complexe satisfaisant les exigences des deux camps, la levée du blocus de Gaza pour les Palestiniens et la sécurité pour Israël. Le convoi humanitaire russe poursuit sa route vers la frontière russo-ukrainienne. Les plus de 260 camions blancs qui ont quitté hier une base militaire russe près de Moscou sont attendus à Belgorod dans la soirée, d'où ils tenteront de passer dans la région voisine de Kharkiv en Ukraine. Mais à ce stade, une question fondamentale demeure. L'Ukraine va-t-elle ou non laisser entrer son convoi, ce convoi sur son territoire? Pour la partie russe, l'affaire est entendue. Plus de détails donc dans les prochaines heures. Et en bref, dans le reste de l'actualité, face au virus Ebola, l'OMS autorise l'utilisation de vaccins non homologués pour traiter ou prévenir l'épidémie. Le Canada va faire don à l'OMS d'un vaccin expérimental développé dans ses laboratoires publics. Sur le terrain au Nigeria, on a appris aujourd'hui la mort d'un fonctionnaire de la CDAO. La police californienne l'a confirmé, l'acteur américain Robin Williams s'est enlevé la vie. Il souffrait d'une grave dépression, de problèmes d'alcoolisme et de dépendance aux drogues. Il a été retrouvé lundi inconscient dans sa résidence en Californie. Les autorités indiquent qu'une étude de toxicologie sera pratiquée. À 63 ans, il était connu notamment pour ses rôles dans Good Morning Vietnam, Mrs. Doubtfire ou Will Hunting. Après Robin Williams, Hollywood a perdu une autre de ses étoiles. L'actrice Lauren Bacall est décédée ce mardi à l'âge de 89 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Une information confirmée sur Twitter par la famille. Les hommages se succèdent. Tous ont tenu à adresser un dernier message à celle qui avait été surnommée The Look. Barbara Streisand, qui a incarné sa fille dans Leçon de séduction, a été l'une des premières à saluer le talent de la défunte actrice. Je vous le disais en titre, voici près de 20 ans que l'Asie extrême-orientale n'avait pas accueilli un pape depuis la visite de Jean-Paul II aux Philippines. C'était en 1995 pour les Journées mondiales de la jeunesse en Corée du Sud. Cette fois-ci, c'est aussi et d'abord à la rencontre des jeunes que se rend le pape François à l'occasion de la 6e journée de la jeunesse asiatique. Le pape ne manquera pas d'inviter les deux Corées à la réconciliation. Il pourrait aussi avoir un mot pour les chrétiens chinois. Le pape a prévu de béatifier 124 martyrs coréens et de rencontrer des Coréennes obligées de se prostituer pour l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette visite du pape François à l'église d'Asie sera suivie dans 5 mois par un déplacement aux Philippines et au Sri Lanka. Toujours en Corée du Sud, à Séoul, la capitale, ce 27e congrès quadriennal de mathématiques. Pour la première fois depuis sa création en 1936, une mathématicienne a reçu la prestigieuse médaille Fields. Il s'agit de Mariam Mirzakhani, 37 ans, iranienne et professeure à l'université américaine de Stanford. Spécialiste de la géométrie et des surfaces de formes bizarres, cette récompense, parfois surnommée Nobel des maths, est attribuée tous les 4 ans à des mathématiciens âgés de moins de 40 ans et qui se sont distingués par leurs travaux exceptionnels. Un mathématicien franco-brésilien, lui, a aussi été récompensé. Arthur Avila, 35 ans, vous le voyez à l'écran, primé pour, entre autres, ses travaux sur l'analyse des systèmes dynamiques. Fin de cette édition, le rappel des titres.
Jean Karouaji à Ersal, le commandant en chef de l'armée libanaise, a passé en revue ce matin les unités déployées dans cette ville théâtre de violents affrontements entre la troupe et l'État islamique. Nouvelle mobilisation du comité de coordination syndicale pour réclamer que la nouvelle échelle des salaires soit approuvée par le Parlement. Près de 40 combattants ont péri ce mercredi dans de violents affrontements entre rebelles et djihadistes de l'État islamique dans la province syrienne d'Alep. Et voici près de 20 ans que l'Asie extrême-orientale n'avait pas accueilli un pape. François est en Corée du Sud ce mercredi à l'occasion de la 6e journée de la jeunesse asiatique. Merci de votre attention, excellente suite de programmes sur notre antenne. À demain. وجه خادم الحرمين بتقديم دعم للجيش هو الأمن الداخلي